Alors, si on prend l'étymologie du terme culte, qui est la même que d'ailleurs culture, le mot culture, ça implique qu'on voue à une œuvre une déférence religieuse. T'as parlé du coup de ton attraction pour l'ésotérisme, t'as dit des termes comme initié par exemple. Est-ce que tu considères que les films revêtent une nature sacrée? Est-ce que les films revêtent une sorte de mystère, quoi, qui est adressé aux spectateurs? Oui, j'en suis convaincu. De toute façon, j'ai utilisé le mot magie je ne sais pas combien de fois dans cette interview. Ça témoigne de mon rapport au cinéma. Comment il s'appelle? Edgar Morin a écrit un livre des années 50 qui parlait exactement de la même chose. Le cinéma est au départ... Oui. Et magie, c'est l'anagramme d'image. Oui, en plus. Mais étymologiquement, de toute façon, c'est lié, image et magie. Le cinéma, c'est au départ quelque chose qui a été inventé par des scientifiques avec une visée scientifique. Les premières utilisations de caméras, c'était, je sais pas, pour filmer des plantes poussées en accélérant le film et ce genre de choses-là, ou pour avoir des vues de différents paysages à travers le monde qu'on allait montrer à une classe bourgeoise, pour qu'elle puisse voyager à peu de frais, etc. Ce qui a fait du cinéma ce que le rapport qu'on a aujourd'hui au cinéma, c'est son passage par la fête foraine. Et à la fête foraine, il a été présenté comme un objet magique. Et celui qui, en France, en a fait un objet magique, c'est Méliès. Immédiatement, c'est un prestidigitateur qui voit le truc, qui fait waouh. Donc, tout notre rapport au cinéma, il est conditionné par le rapport à la magie. Les premières salles qui s'ouvrent aux États-Unis sont faites sur des modèles de temples égyptiens. Je sais pourquoi. Pourquoi, si ce n'est parce que on comprend confusément que le fait de se mettre ensemble dans une pièce plongée dans l'obscurité, d'observer un ray lumineux qui reproduit, qui ressuscite à l'image des choses qui ne sont plus là. C'est littéralement des fantômes qu'on est en train de voir se jeter devant nous. Évidemment que tout ça nous ramène à des considérations religieuses. Les premières vedettes du cinéma n'ont pas été surnommées vedettes, on les a appelées des étoiles. Et à l'époque de Mary Pickford, elles étaient littéralement divinisées. Les gens, lorsqu'ils voyaient Mary Pickford pour de vrai à Paris, ils avaient du mal à croire qu'elle était vraie. Elle existe vraiment. Le rapport qu'ils avaient à cette effigie était exactement le rapport qu'un chrétien du Moyen-Âge pouvait avoir avec la Vierge Marie, quoi. Donc, il y a tout ce socle religieux sacré que le rationalisme du 19e siècle a tué d'une certaine façon chez la population, a spontanément ressurgi en fait à travers le cinéma. Donc pour moi, évidemment qu'ils sont très très liés l'un à l'autre, mais j'y rajouterai en plus quelque chose, parce qu'il y a une question que je me posais déjà quand j'étais adolescent. J'essayais de comprendre comment avaient été inventées les règles cinématographiques, la raison pour laquelle on faisait un champ contre champ de cette manière et pas une autre. Et très vite, tu comprends qu'en fait, ça s'est fait, ça a été du test et du tri, c'est-à-dire on essayait des choses et ça marchait pas, le public comprenait pas, et au fur et à mesure, ça s'est affiné jusqu'à ce qu'on se dise il faut faire comme ça pour que le public comprenne ce qui se passe à l'image. Donc, c'est grâce au public que le cinéma a trouvé son langage. Donc, ce n'est pas le cinéma qui a créé le langage cinématographique, c'est le public du cinéma qui a créé le langage cinématographique. Puisqu'en fait, on ne fait que répondre à ce public. Donc, c'est que le langage cinématographique était préexistant au cinéma. Puisqu'il fallait trouver le moyen de parler aux gens qui n'avaient pas encore vu de film. Tu vois où je veux en venir ? Il y a quand même quelques grands inventeurs de formes. Oui, mais ils les ont inventés, ces formes, en les testant sur l'audience. Il fallait que l'audience réponde à ces formes. Quand Kuleshov fait ses expériences dans les années 20 en Union soviétique, il fait ses expériences comme un scientifique sur un public. Donc, et il voit comment le public répond à ça. Il se dit, le public répond à ça parce qu'il a compris dans cet enchaînement d'images cette forme grammaticale précise. Donc en fait, le langage cinématographique, il est préexistant au cinéma. En fait, c'est un langage qu'on a en nous, mais qui n'est pas un langage parlé, mais que nos ancêtres devaient utiliser déjà il y a très longtemps. Et moi, à titre personnel, je ne peux pas m'empêcher, quand je vois les peintures de la grotte de Lascaux, de faire un lien mais direct
entre le rapport que ces gens pouvaient avoir à ces peintures et le rapport que nous, on a à l'image aujourd'hui. On n'a pas bougé de ça, c'est le même. Moi, j'ai jamais cru que les hommes préhistoriques à Lascaux tapaient comme des imbéciles avec leurs lances sur les peintures. Je pense que c'était des lieux de recueillement magique parce qu'ils savaient que ça, c'était des reproductions de leur réel, en fait, et non pas le réel lui-même. Mais ils s'y confrontaient comme nous, on se confronte aux images, quoi. De même que il y a une tentative de reproduction du mouvement sur une des Oui, peintures de aussi, Lascaux, ouais. d'un cheval qui galope. Tout à fait. C'est saisissant. Mm. Ils voulaient déjà faire du cinéma, en fait. Ouais. C'était une représentation symbolique. Le du truc monde. qu'on raconte jamais par rapport à ces grottes préhistoriques, c'est qu'elles sont très très difficiles d'accès. Mais il y a une raison à ça. C'est que les gens qui étaient invités à rentrer dans ces grottes-là devaient souffrir pour y rentrer. Et en fait, à un moment donné, ils devaient carrément passer par une espèce de tuyau dans lequel il y avait de l'eau qui coulait. Donc, ils étaient littéralement en train de revivre une deuxième naissance. Ouais, oui. Et rentrer à l'intérieur de cette caverne qui était plongée dans l'obscurité. Et tout d'un coup, on leur allumait les lumières. Ils voyaient tous ces animaux sur les murs. Ils étaient évidemment saisis dans un premier temps. Mais au-delà d'être saisis, ils finissaient par comprendre que c'était pas des vrais animaux. Et du coup, leur question, c'était, mais qu'est-ce que c'est? À quoi j'ai affaire? Bon. Et l'initiation, à mon humble avis, elle s'arrêtait pas là. L'initiation, elle continuait parce qu'ensuite, ils devaient sortir de la caverne. Et qu'en sortant de la caverne, ils allaient voir de vrais animaux. Et pour la première fois de leur vie, ils allaient les voir autrement. Parce qu'ils avaient vu la reproduction. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, dans leur esprit, il y a quelque chose qui s'était restructuré, en fait. Moi, je pense que, voilà, que le cinéma a retrouver quelque chose de cet héritage-là. Et tu parles de la caverne et forcément on pense à Platon puisque c'est Évidemment. une des représentations de la projection très connue. Il y a des réalisateurs qui d'ailleurs ont un langage uniquement visuel et tu as parlé de Spielberg qui est dyslexique en fait et dont le langage est purement cinématographique. Oui. C'est pas du tout intellectuel. Souvent tu parle dans tes articles de l'intelligence émotionnelle et de la confiance de ces réalisateurs-là qui parlent par le langage visuel, de compter sur l'intelligence émotionnelle du spectateur. Oui. Oui, je peux pas en dire plus que ça en fait. Faut reconnaître les choses. 80% du public va au cinéma pour vivre des émotions. Moi, j'ai essayé d'écouter les spectateurs à la sortie des films. Ils sont pas en train de sortir des discours élaborés. J'entends des mots comme enchantement. Je me sens plus. Voilà, on est complètement dans. Et tant mieux. Ils ont vécu quelque chose de fort. Le cinéma, c'est censé être une expérience. Et effectivement, on a des cinéastes qui, mieux que d'autres, comprennent ces mécanismes et savent surtout en jouer. Encore une fois, ce sont des manipulateurs. Moi, Spielberg, je le mets au niveau de deux autres cinéastes qui sont Hitchcock et Billy Wilder. Parce qu'ils savent très très bien jouer avec notamment la frustration, retirer au spectateur ce à quoi il s'attend, etc. Enfin, voilà, à force de revoir leurs films, je finis par apercevoir des moments où ils bougent un petit peu les allumettes comme ça, et je sais pourquoi ils le font en fait, parce qu'ils savent à quoi ça va mener le public. Il y a une anecdote intéressante autour de Rencontre du troisième type, parce que voilà, Truffaut était pour le coup un cérébral. Et son œuvre de critique en fait foi. Et sur le plateau de Rencontre du troisième type, il avait pris l'habitude, en tant que réalisateur, de ne pas embêter le réalisateur. Il n'allait pas faire des caprices de comédien, évidemment. Mais il y a eu un moment sur le plateau qui a été difficile pour lui. C'est que vers la fin du film, les scientifiques sont réunis, attendent donc l'arrivée de ce qu'ils pensent être des soucoupes volantes, et on voit des petites soucoupes minuscules qui passent comme ça, qui font un petit balai et qui s'en vont. Et Spielberg demande à ses figurants de frapper, d'applaudir en fait. Et Truffaut, il a un problème. Il dit non, applaudir, on est censé jouer des scientifiques quand même. C'est-à-dire des gens qui sont en train d'assister à un phénomène scientifique d'une importance cruciale. Ils vont pas se mettre à applaudir comme s'ils étaient un match de foot, quoi. Enfin, ils trouvaient ça indécent. Mais comme il voulait pas faire de vagues, il a quand même accepté à contre-cœur d'applaudir aussi. Et il trouvait ça un peu dégueulasse d'essayer de faire plaisir au public à peu de frais de cette façon. Et c'est en découvrant le film qu'il a réalisé son erreur. Parce que c'était pas du tout pour récompenser le public, mais pour le frustrer que Spielberg avait fait ça. C'est-à-dire que quand on voit la Rencontre du troisième type,
ces petites loupiottes qui se baladent et qui s'en vont, et les scientifiques qui applaudissent, en tant que spectateur, on se dit, c'est tout? J'ai attendu 2 heures pour ça? Parce qu'en réalité, le vaisseau mère va arriver après. Et il arrivera à un moment où nous, spectateurs, on pense que tout est fini. Et là, la vraie récompense, on va la voir. Donc, en fait, Truffaut pouvait pas comprendre que, évidemment que Spielberg, il n'était pas dans le réalisme de la reproduction d'un événement qui aurait lieu entre des vrais scientifiques et des vrais extraterrestres. Non, Spielberg, il est en train de parler au spectateur qui est venu voir son film, qui en est en train d'en faire l'expérience et qui, à ce moment-là, va se dire « Ah zut, j'en aurais voulu beaucoup plus ». Et d'ailleurs, on peut tout à fait utiliser cette anecdote et cette frustration-là pour la poser sur un film comme La Liste de Schindler, et le résultat analytique est d'autant plus intéressant.